Et salut tout le monde. Bon, ben aujourd'hui, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo pour faire son bois, eh ben j'avais pas eu le temps de vous montrer comment reprendre sa chaîne en réglage d'usine. Donc on va le faire aujourd'hui. Donc vous voyez, moi pour ma part, j'ai bricolé un ancien escabeau là, où j'ai fait deux petits trous qui vont venir correspondre en fait à la fixation de la disqueuse quoi. Donc je vais l'installer et puis on va commencer à démonter la chaîne sur la tronçonneuse et je vais vous montrer comment on fait pour reprendre les côtes d'usine. Donc vous voyez, parce que là on en arrive à un stade où j'ai beau affûter avec la lime, elle est propre, elle coupe, elle est aiguisée quoi. Mais le problème c'est qu'au final ben, ça me fait que des petits copeaux. Ouais, ça me fait que des petits machins comme ça. Donc du coup ben, j'ai beaucoup de mal à couper le bois. Alors je suis obligé de reprendre la cote d'usine. Alors on va aller voir comment on fait avec la petite machine. Qui soit dit en passant coûte de 15 à 25 euros selon l'endroit où vous la trouvez. Et pour le disque, moi ça fait déjà bien 3-4 ans que j'ai le même disque et ça doit coûter une dizaine ou une quinzaine d'euros et je l'ai jamais changé, il est encore impeccable. À cette partie de la vidéo, il me semble pas mal d'apporter quelques précisions suite à des questions que j'ai reçues concernant l'autonomie en bois de chauffage. On m'a souvent demandé, à ton avis, combien de bois il me faudrait pour passer l'hiver? Ou alors, j'aimerais acheter un bois, quelle surface me conseilles-tu? En réalité, il m'est impossible d'estimer quelle surface et quelle quantité de bois vous auriez besoin pour vous chauffer et être autonome, comme je ne peux pas deviner la quantité de nourriture qu'il vous faut pour être bien. Pourquoi? Car cela dépend d'une multitude de paramètres que je ne saurais deviner pour vous à l'avance. En parlant du bois, comme par exemple, où habitez-vous? Une région froide, une région humide, en altitude, dans le sud, dans le nord? Êtes-vous exposé au vent? Avez-vous des baies vitrées plein sud? Parce que selon où vous habitez, il faudra plus ou moins de chaleur à l'intérieur de la maison pour résister à une température extérieure. Une région froide, on chauffe beaucoup plus. Une région humide, on chauffe plus. En altitude, c'est pareil. Si on est dans le sud, forcément, on chauffera moins que dans le nord. Êtes-vous exposé au vent? Si vous êtes exposé au vent sur une face plein nord, la maison sera plus fraîche. Avez-vous des baies vitrées plein sud? C'est un chauffage passif à ajouter aux performances du poêle qui vont venir réchauffer la maison. Tout cela et bien plus impacte directement sur la consommation de bois. Parlons déjà du bois à couper. En petit 1, quel type d'essence avez-vous dans votre bois? Car selon l'essence du bois, ça va brûler plus ou moins vite, plus ou moins fort, et il nécessitera un temps de séchage plus ou moins long. En petit 2, êtes-vous capable de débiter les grosses billes? En effet, c'est avec elles qu'on obtient le plus de bois, mais elles sont d'un diamètre qui nécessite plus de matériel, notamment une fendeuse pour le casser, éventuellement une chargeuse, car coupée à 50, une bille de 60 pèse déjà très lourd et très difficile à manipuler. En petit 3, quelles seront les conditions de séchage? Car en découle directement un temps de séchage plus ou moins rapide. En 4, est-ce de la perche? Car la perche, elle, est déjà prête à être consommée. Même si on peut la sécher très rapidement, on peut, dans un délai très court après l'avoir coupée, la brûler. En 5, avez-vous fendu le bois? Selon qu'on le fonde ou non, en 2 ou bien en 4, cela impactera le temps de séchage. Quand je dis temps de séchage, il peut prendre de 1 à 3 ans selon la méthode de coupe, l'essence, le stockage, etc. Donc, si on a un temps de séchage court, on a un stockage qui sera peut-être moins important que sur un stockage beaucoup plus long avec un temps de séchage plus long. Déjà, rien que là, en parlant brut de bois, on voit qu'il y a plein de paramètres qui m'empêchent de vous dire avec exactitude la quantité de bois dont vous auriez besoin pour vous chauffer, ou une éventuelle surface à exploiter. Mais c'est pas tout. Passons aux choses sérieuses. Parlons de vos besoins. Déjà en petit 1, quels sont-ils? Quelle température de chauffe souhaitez-vous obtenir dans la maison? Quelles seront, pour vous, les températures idéales? Je ne peux pas estimer à votre place le tirage et la consommation réelle de bois pour obtenir cette température. Quel est votre volume de chauffe? Au plus la maison est grande, au plus il faudra de bois pour la chauffer. Votre habitation est-elle bien isolée? Au mieux elle l'est, au moins il faudra de bois pour la chauffer. Quelles sont les performances de votre poêle à bois? Selon la qualité et les performances, on peut aller du simple au double en quantité de bois à mettre dedans. Et tout ça pour obtenir la même chaleur dans la maison. Êtes-vous frileux ou supportez-vous bien des températures plus fraîches? Êtes-vous là en journée ou que les soirées? Sera-t-il allumé le soir, la journée ou en continu? Combien de temps? Cela impacte aussi la consommation de bois. Quand je dis volume, on parle aussi de la hauteur sous plafond, de maison à étage, etc. Comment exploitez-vous la chaleur dégagée par le poêle? On peut avoir des distributeurs de chaleur mécaniques comme naturels, en sachant bien que les distributeurs mécaniques seront beaucoup plus performants. Vous voyez, on se rend compte en finalité qu'il y a tant de possibilités qu'au final m'avancer à vous donner un volume de bois à stocker ou à exploiter serait totalement farfelu. Pour ma part, maison à étage de 120 mètres carrés, à 240 sous toiture au rez-de-chaussée et 450 à l'étage, elle est bien isolée, le poêle est performant, on chauffe de 10h à 23h en général, je compte entre 16 et 18 heures minimum à l'année pour 15 à 18 degrés dans la maison avec un maximum pouvant aller jusqu'à 25 stères pour 19 à 22. Les 25 stères, c'est ce que je vais stocker en prévoyant pour le maximum. Les nuits ici en Centre-France sont fraîches et l'humidité est quasi permanente en hiver. Mon ancienne villa, plein pied, de 140 mètres carrés,
cheminée classique avec récupérateur de chaleur, 230 sous plafond et dans le sud en norme BBC. On brûlait 12 stères par an pour avoir un 18 degrés réparti dans la maison. Ma dernière petite maison de 40 mètres carrés, je passais à peine 6 stères pour 22 à 25 degrés dans la maison, et par moins de 10 degrés dehors. Vous voyez, autant que l'habitation en elle-même, sa localisation, le type d'essence, vos besoins particuliers, la façon de faire le bois, etc., etc., tout cela impacte directement et m'empêche totalement de façon réaliste d'estimer vos besoins, car ils sont tous aussi différents des uns des autres. Pour connaître vos besoins, il suffit déjà de s'être chauffé au moins 1 an. Si vous avez passé un hiver dans la maison, vous avez un retour. De là, vous pourrez vous-même estimer votre consommation, et donc éventuellement la taille du bois à exploiter. Ce serait totalement irréaliste et présomptueux de ma part de dire que je peux deviner à votre place quelle serait la superficie de bois à exploiter ou la quantité de bois de chauffage à avoir. Bon, ben la machine est correctement installée. Vous voyez, il faut qu'il y ait un vide en dessous pour pouvoir laisser pendouiller la chaîne. Ça, on ne s'embête pas. Ouais, je suis en train de faire du bois là, et donc il me faut absolument aiguiser. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour déjà démonter sa chaîne en premier. Donc pour démonter sa chaîne, c'est tout simple. Vous voyez, il y a un petit carter en plastique et derrière il y a l'embrayage. On va dévisser donc ces 2 boulons et je vous retrouve dans une petite seconde une fois que j'ai tombé la chaîne. Il suffit simplement de démonter ça. Ici, là, normalement, on ne le voit pas parce qu'il y a de la sciure, mais il y a un petit bec plat là pour mettre un tournevis plat. Pour en desserrant, le guide il remonte et ça détend la chaîne. Voilà, c'est ce petit trou là pour tendre et détendre la chaîne. Puisque j'y suis, autant vous le montrer. Vous voyez, vous avez un pas. Ici, vous avez un pas là pour le maillon, la taille du maillon. Et sur vos limes, en fait, à main, vous devez retrouver le même, avec les mêmes indications, en fait. Ouais, bon là, c'est la lime de la grosse chaîne. Et là, c'est la chaîne de ma petite élagueuse, donc ça ne correspondra pas. J'ai d'autres limes. Mais c'est à ce niveau-là qu'on voit si la lime est au bon pas par rapport à la taille de la chaîne, pour éviter de devoir déformer, en fait, le maillon. Voilà, c'est tout simple, hein. Pour la lime, je le remonte pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Vous verrez donc, je vais mettre un lien là pour les 2 autres vidéos. Vous voyez, vous pouvez prendre une lime libre, ou alors vous pouvez prendre un petit guide qui va vous aider donc à trouver la bonne orientation à donner. Vous voyez, il y a une espèce de croix là avec marqué 30 degrés. Voilà, 30 degrés, c'est ce qu'on lui donne comme inclinaison pour pouvoir attaquer le bois au mieux. Voilà, mais je vous conseille d'aller regarder les 2 autres vidéos pour vous faire une idée un peu plus détaillée de la chose. Allez, procédons maintenant au démontage du guide et donc de la chaîne. Vous voyez, moi c'est une clé de 19, donc là la douille est noire parce que c'est une douille pour éclair choc. Il n'y a pas besoin de serrer comme un calu. On dessert. Je vais essayer de faire avec une main, si j'y arrive pas, je vous reprendrai dans 2 secondes. Voilà. Donc là, c'est un peu dur à dévisser parce que au fur et à mesure qu'on dévisse, le poids du guide, il tombe, donc il remonte et c'est difficile. Alors c'est plus facile de le démonter comme ça. Voilà. Et encore que... Alors on perd rien. Moi je fais ça sous ma pergola. Il n'y a pas grand chose à perdre de toute façon là. On démonte le cache, qui de temps en temps doit être démonté, nettoyé d'ailleurs. Avec une main, je me rends compte que c'est bien compliqué. Vous voyez, vous avez un cache comme ça, avec le tendeur de chaîne. Vous avez le graisseur qui se cache juste là, derrière. Ça c'est l'embrayage, avec la cloche de l'embrayage. Et voilà, clac. Il est défait. Donc il y a un sens pour la chaîne, hein. Il faut savoir que la chaîne tourne. Hop, la chaîne tournera comme ça. Donc en fait on doit se faire attaquer quand on vient là. Il ne faut pas la mettre à l'envers, sinon on va patiner sur le bois. Alors on va la prendre. On va la monter sur la disqueuse. Vous voyez, il y a un angle d'attaque pour le disque. Ça va venir comme ça. Donc il faut que je mette les maillots en conséquent. Allez, je vais brancher tout ça et on va commencer à voir ce que ça donne. Bon voilà, on installe la chaîne dans le guide. Ici, petit tableau gradué. Vous le mettez sur 30 degrés.
Ouais, vous avez 30 ou 35, ça va dépendre de l'angle d'attaque. On va rester sur 30. Et là vous voyez quand on vient poser le disque, là on n'est pas dans le bon sens. Par contre pour le maillon qui suit, qui est en ordre inverse, celui-ci là on va être dans le bon sens. Vous voyez? Et là, vous avez ici, pour venir bloquer ce maillon. Là, hop, et vous venez le régler ici. Donc là je vois que ça va correspondre pile poil. Vous voyez? Et on voit déjà que la forme d'usine n'est pas forcément bien respectée là, vous voyez? Par rapport à la gorge. Donc c'est à moi de le reprendre. Donc là je vais me faire assister pour qu'on me tienne dans la caméra, pour que je puisse avoir mes deux mains. Voilà, donc là elle est en route, on met ses lunettes. Vous voyez, je suis bien réglé par rapport à lui, je peux venir prendre un petit peu plus d'amplitude s'il faut. Et là je vais venir le remettre en usine. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre plus. Si on vient plus, on va venir abîmer l'ergot, on va descendre, ça ne va pas le faire. Donc là, si on regarde le résultat, vous voyez, il est impeccable. Il est repris. Pas comme une gorge que j'ai fait à la lime. Vous voyez la différence? Voilà, là il y a un angle d'attaque qui est impeccable, il y a tout qui va bien. Maintenant, on va faire la gauche de profondeur. C'est bon, on y est. Il faut pas que ça bloque aussi. Voilà. Un tout petit coup à peine. Pas besoin d'y mettre plus. Voilà. J'ai descendu un peu la gauche de profondeur. Donc j'ai gagné sur l'épaisseur des copeaux. Bon, maintenant on passe au maillon suivant. On entend les grues là qui s'en vont. Allez, c'est parti. Tac. Tout est bloqué. Vous voyez là, on a beaucoup à rattraper là. Là, si tu peux montrer par le dessus, on va voir que la gorge est abîmée. Voilà, allez, j'y vais. J'hésite pas à donner un... Il y a un tout petit peu de jeu, il y a peut-être 2 mm de jeu ou 1 mm dans le bras. On n'hésite pas à faire une forme bien arrondie. Vous voyez comment on a repris le travail. Et vous voyez, ça prend beaucoup de matière. Donc, le maillon diminue. Et c'est ça qui use le plus la chaîne. Mais de temps en temps, on est obligé de le faire pour récupérer une cote d'usine. Et vous allez voir que le résultat est bien meilleur en coupe. Allez, bon, je vais continuer à faire tout ça tranquillement. Ça prend un peu de temps, donc il faut se mettre à l'aise bien. Et puis le travail continue. Et après je vais venir régler tous les ergots en la mettant bien sûr sur 0 pour que ce soit droit, pour pas m'embêter. Donc il y a un sens et puis après il y a l'autre. Il y a ce sens là et puis après il y a l'autre sens. Voilà, on va les faire les uns après les autres, tranquillement, sans se précipiter. Oui, il y a pas mal à reprendre. Hein. Et tout ça mis bout à bout, ben, ça va améliorer les performances de coupe de la chaîne. Donc quand on le fait, il faut veiller à pas aller trop loin, il ne faut pas trop descendre sur le maillon. On reprend la gorge. Voilà, on a fait le tour de ce côté-là. Donc maintenant, on passe sur l'autre côté. Je dévisse, je redonne un angle
de 30. Je serre. Et c'est parti pour l'autre côté. Et voilà. Maintenant on va prendre la profondeur. On va mettre à 0. On va mettre dans ce sens là. Et là on va descendre tous les petits ergots. Il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Par rapport à là et là, c'est quasiment les mêmes. Mais le fait d'avoir descendu un 2 dixièmes par exemple, ça va aider à faire des copeaux plus épais. Le problème c'est qu'il ne faut pas trop descendre, parce qu'après la chaîne aura tendance à s'agripper tout le temps au bois. Et à emmener le bois vers soi ou à tirer la tronçonneuse des mains. Donc il faut y aller mollo. Et voilà, on a fait le tour. Il ne reste plus qu'à éteindre la machine. On a une chaîne qui est très bien affûtée, qui n'a pas été abîmée, et on n'a plus qu'à la remonter et puis on va voir ce que ça donne au niveau de la coupe. Bon, on en profite au passage pour enlever un peu tout ce qui est aggloméré, là, toute la matière un peu salissante. Ça sert à rien de garder tout ça, ça fait chauffer la machine pour rien. Donc on va commencer à retirer aussi tout ça avec un petit coup de pinceau. Moi en général je passe un coup de pinceau et puis ça va bien. Voilà, comme ça on nettoie un coup. Voilà, le plus gros est enlevé. On va remonter le guide. Pensez aussi qu'éventuellement, avant la saison et après la saison, on peut la nettoyer bien en profondeur, bien en détail, grâce à des bombes, par exemple, pour dégraisser les chaînes de moto. Ça va très bien. Moi, je l'utilise pour nettoyer en fait en profondeur. Ça me permet de pouvoir hiverner la machine. Allez, je remonte tout ça et on y va. Bon, on va reprendre la coupe. Vous voyez, la chaîne est bien tendue. On y va. Rapide là. On va essayer de voir un peu la taille des copeaux. Ça débite bien plus fort. Donc voilà, la chaîne est affûtée. Maintenant il ne reste plus qu'à couper du bois. Je galère pas du tout à débiter. Vous avez vu alors que tout à l'heure elle avait tendance à patiner, à chauffer, à faire un peu des odeurs. Là maintenant tout est repris et je suis bon pour à peu près une quinzaine de stères. Entre temps je vais venir mettre des coups de lime. Et puis d'ici là je vous dis joyeuse plantation et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.